Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. Aujourd'hui, c'est un voyage le long des côtes bretonnes que nous vous proposons. Du nord au sud de la Bretagne, ce sont près de 2000 km de sentiers qui épousent un littoral d'une incroyable diversité. De la côte d'Émeraude à la côte sauvage, en passant par la mer d'Iroise, vous voyagerez dans des paysages aux contrastes saisissants. Au cœur de la baie du Mont-Saint-Michel, vous serez ébloui au départ du fameux GR34 par l'immensité de ses présalés. Splendide. Ah ouais, quel bonheur. Près de Morlaix, c'est l'emblématique château du Taureau qui vous transportera dans l'histoire tourmentée de la Bretagne. C'est pas Morlaix qu'on va défendre, mais cette fois-ci, c'est la France. Au détour d'un sentier, vous rencontrerez un amoureux de musique celtique. Puis embarquerez à bord d'un vieux gréement pour vous initier à la voile dans le golfe du Morbihan. Allez, vas-y, tu pousses ta barre à fond. Allez. Venez avec nous emprunter les chemins d'un littoral qui vous dévoilera tous ses trésors. Notre voyage commence au petit matin à Rose-sur-Couesnon. Cette petite commune d'Ille-et-Vilaine offre un point de vue unique sur toute la baie du Mont-Saint-Michel. Ce site exceptionnel, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est aussi le point de départ du fameux GR34, le sentier qui longe tout le littoral breton. Aurélie Thiersin est photographe et rédactrice. Boîtier en bandoulière, elle met ses talents au service d'une région qu'elle aime depuis toujours. La Bretagne, c'est un coup de cœur depuis ma jeunesse. J'y venais en vacances, j'y venais à l'adolescence et ça a été presque une évidence de venir s'installer ici il y a 9 ans. Et depuis 9 ans, je suis en amour perpétuel devant la région. Je m'émerveille toujours autant. C'est un vrai bonheur à photographier puisque c'est toujours une nouveauté. On redécouvre un lieu qu'on connaît, on le redécouvre à chaque fois qu'on y va. Ce matin, Aurélie nous emmène à la rencontre de l'un des rares éleveurs d'agneaux de la région dans sa ferme de Saint-Louis. Yannick Frein est l'héritier d'un savoir-faire millénaire. Bonjour les mamères. Il élève depuis 30 ans les fameux agneaux moutons de présalé de la baie du Mont-Saint-Michel, une espèce reconnaissable à leur tête noire. C'est l'heure de la transhumance. Allez, en route. Ces 1000 brebis jouent à saute-mouton, impatientes de rejoindre, à 2 km de là, leur pré. Allez, en route. Alors Yannick, c'est comme ça tous les matins? Ouais, tous les matins, je me lève et puis j'emmène les moutons sur le pâturage. Été comme hiver? Été comme hiver, et puis je les emmène tôt le matin pour les récupérer le soir. D'accord. Le troupeau a l'habitude d'y aller. C'est ce que je vois, ils connaissent le chemin. Ouais, exactement. Mais je suis là quand même pour surveiller parce que c'est moi le chef d'orchestre de mon troupeau tous les matins. Yannick doit être très attentif au coefficient des marées. Lorsqu'ils sont très élevés, la mer recouvre entièrement les prés. Son troupeau n'a alors plus accès à son garde-manger pendant plusieurs jours. Alors, tu vois Aurélie, ça c'est mon bureau. Magnifique. Quel cadre?
Donc C'est voilà. superbe. Je travaille du 1er janvier au 31 décembre ici. Hein. Juste incroyable. Je ne retrouve pas mes mots tellement c'est joli. Et puis on regarde le Mont-Saint-Michel. Il se décline tous les jours d'une autre facette selon le temps. Et il fait partie du quotidien, quoi, voilà. Splendide. Ah ouais, Ouais. Quel bonheur. Ici, pas d'enclos. Les moutons de Yannick pâturent en toute liberté sur 400 hectares. Les gens d'ici les appellent des herbus ou encore des prés-salés. Alors qu'est-ce que c'est exactement qu'un pré-salé? Le pré-salé, en fait, c'est une surface qui est recouverte périodiquement par la mer. Et donc, ici, le fait que la mer vienne pendant 2 ou 3 jours, puis repart après la marée, va nous donner une végétation de plantes halophiles. C'est gorgé d'iode, et donc ça va donner un goût spécifique après à la viande. Voilà. Ces plantes naissent de la rencontre entre la terre et la mer. Il en existe une 50aine d'espèces, mais la plus fameuse, c'est la salicorne. Elle domine les prés de juin à septembre. Et je peux en manger, moi, de la salicorne? Si tu Ouais. veux. Ah bah Si volontiers. tu- mais, Ouais, mais je veux bien goûter. Attention au goût, hein. En effet, c'est gorgé d'iode. C'est vrai. C'est vraiment salé, ouais. C'est délicieux. Moi, j'aime bien. Mais bon, c'est très bon. Ouais. Et c'est utilisé en cuisine aussi. Voilà, donc les grands chefs l'utilisent de plus en plus, soit en accompagnement, en assaisonnement, mais aussi ils l'utilisent comme des haricots, ils les font cuire. Et donc c'est très original. Et donc j'imagine que ça accompagne très bien l'agneau de pré-salé. Exactement. Et ça renforce cette spécificité qu'est cette viande, quoi. Voilà. Yannick est issu d'une famille d'éleveurs depuis 4 générations. Il a réussi avec ses camarades de la baie à obtenir une appellation d'origine protégée. Une belle reconnaissance pour un savoir-faire respectueux d'un mode naturel d'élevage. T'en es fier de ton élevage? Ah Ouais. oui, c'est une fierté que et voilà, cette passion sur le pré-salé, bah, c'est un peu ma vie, quoi, voilà. C'est magnifique et vraiment un très très bel élevage de qualité. Ouais. Je peux faire une petite photo de toi avec tes moutons? Ah, si tu veux. Allez, Alors, on est parti. voilà, tu me regardes. J'espère qu'elle va être réussie. Pas sûr. Aurélie quitte la baie du Mont-Saint-Michel, non sans jeter un dernier regard sur ce paysage grandiose, empreint de sérénité. Ce sentier qui serpente le long des côtes bretonnes épouse chaque crique, chaque avancée dans la mer, même les plus escarpées. À Ploneuf-Valandré, dans les Côtes d'Armor, c'est avec Jacques-Henri Clément, gardien de la mémoire de cette localité, qu'Aurélie veut nous faire découvrir un pan de l'histoire de ce sentier. Si aujourd'hui il offre aux randonneurs de beaux panoramas, ce chemin était dévolu à partir du XVIIIe siècle à la surveillance des bateaux de commerce. Alors le GR34, on l'appelle aussi le sentier des douaniers. Tout à fait. Et pourquoi du coup? Eh bien, les douanes étant créées en 1791, donc les préposés étaient tenus de faire de surveiller les côtes, entre autres. Donc quotidiennement, ces douaniers, ils étaient astreints à faire une tournée sur ces côtes et ça pouvait aller jusqu'à une dizaine de kilomètres. À l'affût des contrebandiers, le sentier offrait aux douaniers un point de vue imprenable sur les bateaux chargés de marchandises qui s'approchaient un peu trop près des côtes. Donc voilà, là tu as le phare de Daouet. D'accord, qui marque du coup L'entrée du port. l'entrée du port. Les pas de Jacques-Henri et Aurélie nous mènent maintenant jusqu'au port de Daouet. Difficile de l'imaginer aujourd'hui, mais jusqu'au début du XXe siècle, Daouet était un port de commerce très important. Sur le quai, ces imposantes maisons de négociants armateurs sont les témoins de cette époque. Parmi ces bâtisses, au style bien breton, au numéro 72, voici le poste qu'occupaient les douaniers
tout au long du 19e siècle. Cette maison a été construite vers 1836 à peu près. C'est une des bâtisses de l'histoire de Daouet. Et aujourd'hui, cette maison, c'est une maison privée? Ah, c'est privé, tout à fait. Et les douaniers ici, du coup, ils contrôlaient quelque chose de particulier? Ils surveillaient les navires à quai, voir s'il n'y avait pas du tabac de contrebande, des bricoles, quelquefois des cartes à jouer, des choses comme ça, des choses d'importation sur lesquelles il n'y avait pas eu de droit de douane, quoi, en fait. À la fin du 19e siècle, les douaniers déménagent à l'autre extrémité du port, dans cette petite bicoque aux murs blancs. Du coup, là, Jacques-Henri, on arrive où? On arrive au dernier bureau des douanes de Daouet, donc, qui a été mis en fonction en 1895. Qui s'est trouvé là, vraiment face au port, Face au contrairement port, à il y la avait toute précédente, l'activité il est du vraiment, port qui se trouvait là. Les bateaux qui étaient tous accostés le long, là. Donc voilà, pour faire leur visite de navire, c'était idéal. Et donc là, ils pouvaient tout contrôler, ils avaient une vue Absolument. vraiment sur tout le Tout port à fait. et l'entrée en fait Voilà, du voilà. chenal. C'est l'âge d'or de Daouet. D'immenses navires partent puis reviennent de Terre-Neuve et d'Islande après de longues et périlleuses campagnes de pêche à la morue. L'activité commerciale décline ensuite peu à peu tout au long du XXe siècle. Désormais, le port pittoresque de Daouet reste un petit paradis bien abrité pour les plaisanciers. Si la grande histoire maritime de Daouet s'est éteinte depuis longtemps, à quelques kilomètres de là, à Lamballe, l'histoire continue de s'écrire dans son exceptionnel haras national. Construit au cœur de la ville, ce haras a fait la renommée de Lamballe. Avec ses 12 écuries réparties sur 6 hectares, il compose un impressionnant patrimoine. Établi en 1825 à la demande de Napoléon, le haras de Lamballe hébergeait des étalons nationaux pour constituer un réservoir génétique de premier plan. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Lamballe est resté le berceau de la race des célèbres traits et postiers bretons. Cette écurie en abrite une dizaine. Lucie Marin est résidente au haras en charge des traits bretons. On en profite, on lui refait un petit peu son lit. D'accord. Et après, je vais remettre de la paille propre là où il est vraiment sale. D'accord. Ils ont la cuisine et les toilettes au même endroit. C'est Voilà, ça. on essaye de C'est ça, il faut que ça soit toujours propre. leur en fait. apporter un peu de confort, quoi. Lucie n'est pas seulement palefrenière. Inséminatrice au haras, elle contribue à la sauvegarde de cette race de chevaux bretons dont les ancêtres travaillèrent durement dans les champs ou en première ligne depuis les guerres napoléoniennes jusqu'en 14-18. Il servait à quoi alors pendant la Première Ils Guerre? servaient à l'artillerie lourde et puis à envoyer les blessés, voilà, tout ça. Parce que ce sont des chevaux donc, qui sont massifs et qui peuvent tirer. Qui ont une force de traction d'à peu près 2,5 fois à 3 fois leur poids. À 3 fois leur Sachant poids. qu'ils font 850 kilos. Ah oui, d'accord. Ça tire Ah quand oui, même, c'est énorme. Ça tire quand même un petit peu. Et ils sont marqués en tant que cheval breton. Ah, avec l'hermine. D'une hermine. D'accord. Ils sont tous marqués. D'accord. Ah ouais, Pitre. ouais, c'est ça. On va aller voir tout de suite le postier. Oui, Pour voir la différence de modèle. Oui. Il est beaucoup plus grand puisqu'il fait 1,65 m. Oui, en effet, ça se voit. On voit tout de suite la différence. Voilà. Salut, Donc, il est beaucoup plus fin, il a des pattes beaucoup plus fines, des jambes beaucoup plus fines que Galopin. Alors pourquoi on les appelle les postiers du coup, Lucie? Parce que c'était des chevaux qui ont été faits. En fait, c'est un breton qui a été croisé avec un trotteur américain, qui est très élégant, et voilà, pour justement qu'il puisse aller en ville et servir à la poste. Et donc il a servi pendant des siècles comme ça Jusqu'à la motorisation. Jusqu'à la motorisation. C'est toujours pareil. Au XIXe siècle, au plus fort de son activité, le haras pouvait contenir jusqu'à 400 étalons. Témoin de cette époque, la sellerie d'honneur. Les visiteurs peuvent y découvrir une impressionnante collection de matériel équestre. Harnais de traits bretons, selles de postier et bricoles d'attelage, ornés de poils de blaireau, sa forte odeur éloignait les mouches des yeux des chevaux.
À l'extrémité du site, dans le manège couvert, Lucie et son amie Charlotte sont en pleine répétition. Dans leur prochain spectacle, elles veulent montrer au public que malgré son poids, le trait breton peut rivaliser d'élégance avec les chevaux de sang. Magnifique, très impressionnant. Pour arriver à ce résultat, Lucie a dû nouer une grande complicité avec ce cheval. Elle travaille depuis 4 ans avec Donald. Ce grand trait breton de 900 kg lui obéit au doigt et à l'œil. Pas le vexer. Ah, il est beau là. Faut que je vienne le récompenser quand même de quelques petites caresses. T'as bien travaillé. Ouais. Eh bien écoute, merci pour toutes ces démonstrations, pour ton accueil et pour tout ce que tu m'as montré aujourd'hui. Avec plaisir. Je vais continuer mon chemin. Au revoir Donald. De l'art du dressage de chevaux à celui de la sculpture, il suffit à Aurélie de rejoindre le sentier côtier de Plouézec, puis de pénétrer dans un bois peuplé d'étranges créatures. Des sculptures monumentales sorties de l'imaginaire fécond du sculpteur Antoine Quiteau. Toute l'année, l'artiste laisse son parc en libre accès aux promeneurs. Au bout du chemin, certains auront peut-être la chance de découvrir l'artiste en plein travail. Quiteau est né ici. À l'âge de 5 ans, il s'amusait déjà à sculpter des pommes de terre. Aujourd'hui, il préfère tailler dans le granit et le bois, ses 2 matières de prédilection. Bonjour Quito. Ah, bonjour Aurélie. Bah, merci de m'accueillir dans cet endroit extraordinaire. On est sur ton lieu de travail là, Oui, face à la mer. voilà. Et tu travailles là tous les jours. Ben, y a pas mieux, oui. C'est un plaisir et un bonheur. Tu travailles sur quoi? Ben là, c'est sur une montée vers le savoir. Ce sont des escaliers qui montent, et au fur et à mesure où ça monte, les marches se transforment en feuilles de livre, et à la fin, le livre, il s'ouvre comme une fleur, quoi. Bon, moi, je suis toujours à la première marche. C'est beaucoup plus facile à sculpter qu'à gravir. Tu peux me montrer un petit peu sur quoi tu travailles aussi sur celle-ci? Ouais, ça, c'est du granit. C'est un peu comme si c'était une page blanche. J'écris quelques mots, et puis il y a une histoire qui commence à se créer. Alors, je pars vraiment à l'aventure, c'est-à-dire que j'aime bien commencer par la tête, parce que j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Comme on a un certain temps à passer ensemble, je le fais assez souriant. La belle dame couchée attendra encore quelques semaines avant d'être relevée. Sur la pointe de Biflotte, enveloppée par la brume marine, une autre dame signée Quiteau domine toute la baie de Paimpol. Elle aussi est en attente, mais pour une raison bien différente. C'était une commande de la commune au sujet des disparus en mer qu'on a eu dans notre village de Plouézec pour les pêcheurs d'Islande. C'est vraiment une épopée assez dure, quoi. Et donc les femmes, elles se mettaient à guetter l'arrivée des goélettes pour savoir quand est-ce qu'ils rentraient. Et s'ils rentraient. C'est ce que j'allais dire, ici, Ouais, il voilà. rentrait en fait. Ouais. La mer, elle peut être belle, mais cruelle aussi. Alors j'ai fait ça avec 2 granites différents. Oui, on voit bien la différence de couleur. Voilà. Et je l'ai fait avec une larme. Ça se voit bien sur son visage, là, on lit bien toute la tristesse. Bah, elle attend. Elle attend. Je lui ai fait fermer les yeux un peu pour qu'elle imagine aussi un peu son mari. C'est devenu un vrai symbole ici. Ben oui, les gens se l'ont approprié, c'est ça qui est bien, parce qu'ils l'ont appelée veilleuse. Donc elle veille justement sur tous ceux qui partent à la pêche et tous ceux qui prennent la mer. Voilà, en espérant les protéger un peu. Bon. J'ai apporté ma petite pierre à l'édifice. Notre randonnée sur les sentiers bretons nous transporte au bout de la péninsule, dans le Finistère, à l'extrémité ouest de la Bretagne. Un territoire de contraste où les côtes s'étendent sur plus de 1000 km. Un véritable Éden pour Evan Adelinet,
un breton 100% pur beurre, comme il aime se définir sur sa chaîne YouTube. Daniel, bonjour. Bonjour. C'est la première fois oui. que je visite un atelier d'artiste. Vous êtes un artiste polyvalent. Des reportages entièrement faits main, dans lesquels il aime montrer toutes les richesses de son territoire. Ça fait 4 ans que c'est devenu mon métier et que tous les jours, c'est un vrai bonheur de faire plein de belles rencontres dans ma région natale. Depuis le sentier côtier, la baie de Morlaix offre un paysage remarquable, ponctué d'une multitude d'îlots rocheux. Parmi eux, le château du Taureau semble émerger des flots. Un fort impressionnant qu'Evan tient à nous faire connaître. Son amie, Émilie Comeneur, est la responsable du château. Oh, t'as pas changé? Toi non plus. Ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'on s'est vus? Ouais. Comme quoi, la mer, ça conserve? Tu viens en pèlerinage? Eh ben oui. Pas très bien, on traîne pas trop parce que là on est pressé par la marée. La construction de ce fort est née d'un terrible drame. Le pillage et l'incendie de Morlaix par les Anglais en 1522. Pour que l'histoire ne se répète plus, les élites de la ville décident d'édifier sur le rocher du Taureau un fort de défense afin de dissuader l'approche des navires ennemis. Ouh, ah, c'est une sacrée bâtisse quand même. Hein. Fort Boyard a copié la Bretagne. C'est logique. Allez, on y va? À l'abordage. Ah, c'est toujours aussi impressionnant de venir ici. Le fort, construit entre 2 chenaux navigables menant à Morlaix, est achevé en 1552. Mais il ne ressemble en rien à celui que nous découvrons aujourd'hui. Le seul élément qu'on garde de cette époque, c'est la tour française, qui est juste là. Elle va s'effondrer une première fois et elle ne va être reconstruite qu'en 1614, mais par les Morlaisiens toujours. Et donc après, j'en déduis qu'il y a eu une extension du fort. Complètement. En 1660, Louis XIV va prendre le fort aux habitants de Morlaix. Il veut l'intégrer dans un système de défense et il va missionner son architecte en chef, Vauban, pour le rendre plus costaud, plus robuste, puisque c'est pas Morlaix qu'on va défendre, mais cette fois-ci, c'est la France. Sous le règne de Louis XIV, la défense des côtes bretonnes est une priorité en raison des fortes tensions politiques avec la Hollande et l'Angleterre. Pour combattre l'ennemi, Vauban aligne au niveau inférieur du fort toute une rangée de casemates. Donc là, il faut que tu t'imagines un canon, orienté du coup sur le Grand Chenal, passage obligé pour les navires. Ici, c'est comme à la bataille navale. L'objectif, c'est toucher, couler l'ennemi. Au niveau supérieur, sur la terrasse, Vauban a imaginé une seconde ligne de feu. On a des tracés au sol, des demi-cercles, et là, l'objectif, c'est de pouvoir orienter le tir en fonction de l'emplacement du navire. Et vu qu'on est en hauteur, de ne toucher cette fois-ci que le mât et les voiles des bateaux. Parce que si on peut récupérer la cargaison qui est à bord, en plus de neutraliser l'ennemi, c'est quand même beaucoup plus intéressant. C'est tout bénef. Ouais, complètement. Ce qui est assez dingue, c'est que construire un ouvrage comme ça en pleine mer avec les moyens de l'époque, mais c'était un chantier titanesque. Ouais. Alors, Vauban considérait le château du Taureau comme une place forte et une place très stratégique. À l'époque, il disait que 100 hommes ici au château du Taureau équivaudraient à 4000 hommes dans la meilleure place du royaume. L'ingéniosité de Vauban, avec son système à 2 étages de feu, est dissuasif. Le fort ne sera d'ailleurs jamais attaqué. Et alors, c'est quoi la suite de l'histoire du fort? Il y en a une qui, moi, me plaît un peu plus, la période des années 30, les années folles. Le château va être à cette époque loué comme maison de vacances par Mélanie de Villemorin. C'est qui Mélanie de Villemorin? Alors, Mélanie de Villemorin, c'est la femme du grenier Philippe de Villemorin, la mère de Louise de Villemorin, l'écrivain. Alors là, faut s'imaginer le lieu à l'époque. Hein. On a les hortensias blancs de Villemorin dans la cour. Enfin, Elle était un peu excentrique, cette dame? Ouais, c'est un personnage assez haut en couleur. Les soirs de pleine lune, tu vois, on a des grands parapets là derrière nous sur la terrasse. Elle demandait à ses invités de monter avec des grands draps blancs et de les agiter pour faire croire à toute la population locale qu'il y avait vraiment des fantômes au château du Taureau. Ah oui. Voilà. Alors, Halloween tous les jours. Ah, complètement. Bon, alors toi, maintenant, t'es la 2e femme du château du Taureau, puisque t'en es la gardienne depuis 8 ans. T'as bien un petit spot préféré? Un petit endroit Ouais, je t'emmènerai bien sur le petit Redan qui est juste là. Ah. Parce que le château du Taureau, c'est une sorte de vaisseau de pierre. Hein. Tu vois, on a la mer tout autour. Hein. Donc, on est un peu capitaine du château du Taureau. Regarde, viens là. C'est surtout toi, la capitaine. Regarde, ça doit te rappeler quand même un film célèbre. Émilie, je vole. On s'y croirait, c'est vrai.
Dans la tradition militaire, la musique peut parfois être une arme de guerre. Au loin, un air de cornemuse emplit la baie de Douarnenez. On raconte que la puissance de cet instrument galvanisait les troupes du Royaume-Uni durant la Première Guerre mondiale. Evan a retrouvé la terre ferme pour venir écouter Xavier Baudériou. Près de chez lui, face à la mer, Xavier aime sonner, comme on dit ici. Ce musicien de renommée internationale joue depuis l'enfance de la cornemuse écossaise, cette grande sœur du biniou breton. C'est pas tous les jours qu'on croise un sonneur de cornemuse sur le GR34. Tu viens souvent ici? C'est sûr. C'est sûr que la cornemuse, c'est un instrument assez puissant, un instrument de plein air, en fait. Et cet instrument, au départ, la cornemuse écossaise, c'était un instrument de ralliement, en fait. Les clans étaient souvent organisés en vallée. Et le fait d'entendre un air spécifique voulait dire, à la cornemuse, voulait dire qu'on se rallie, ou alors qu'on part à la guerre, ou alors qu'on célèbre un mariage ou un enterrement. Et la cornemuse, c'était plutôt un instrument de communication au départ, qu'un instrument de musique, en fait. En fait, la cornemuse, c'est un peu l'ancêtre du SMS, quoi. Ouais, si on veut, ouais. Il faut avoir vachement de souffle parce que tu souffles tout le temps dedans, en fait. Alors en fait, on souffle pas vraiment tout le temps dedans, c'est assez physique, mais en fait on a une poche ici sur laquelle on appuie avec le coude gauche ici pour insuffler l'air dans la poche et l'envoyer dans les bourdons. Et pendant ce temps-là, en fait, on peut prendre sa respiration et le son sort toujours au final. Ouais. Il y a un son de base et ensuite tu viens jouer la mélodie, c'est ça? C'est ça. Sur le chanteur, on vient poser les doigts pour jouer la mélodie par-dessus. Xavier Baudériou n'est pas seulement un instrumentiste de grand talent. Dans son petit village de Landré-Varzec, il fabrique des cornemuses écossaises pour des musiciens venus du monde entier. Tuyaux en ébène finement sertis d'argent, ces instruments exceptionnels sont le fruit de plusieurs années de recherche sonore. Ça t'arrive de faire des balades le long du GR34 avec la cornemuse? Avec la cornemuse, pas tellement, mais c'est une idée qui pourrait se creuser, ouais, parce qu'il y a pas mal de gens qui viennent écouter. Du côté de la mer d'Iroise, il est une autre tradition, gastronomique cette fois. Sur le sentier qui traverse la presqu'île de Kermorvan, Evan retrouve au cœur de ce site protégé Nolwenn Cor. Cette jeune femme de 30 ans, née ici, est l'une des très rares femmes chefs étoilées en France. Au menu du jour, un plat 100% finistérien. Et alors, qu'est-ce que tu nous prépares dans ton petit seau? Alors, pour cuisiner, Evan, on va aller chercher des coques. Ah, super! On va juste à côté, on va chercher des coques et on va couper de la salicorne. On va mettre les pieds dans la vase? Exactement. Fun. Elle est canon, cette plage. Et oui, c'est la plage des Blancs-Sablons. C'est une des plus jolies plages qu'on a dans le coin ici. C'est beau. Je venais avec ma grand-mère ici quand j'étais enfant et avec mon père, tous les lundis après l'école, on faisait la marche sur le sentier. Sur la rive ouest de la presqu'île, le sentier débouche sur la ria du Conquet. Lors des grandes marées, ce petit fjord breton devient le terrain privilégié des amateurs de coques. On peut peut-être essayer là? Ouais, allez. C'est un peu comme une chasse au trésor. Exactement. En fait, les coques, on les laisse tranquilles l'été. Et l'hiver, à partir du mois d'octobre, d'octobre à avril, on peut y aller franco. Et tu vois, la taille réglementaire, il faut qu'elle fasse 3 cm. Ah oui. Regarde, j'en ai une. Ah, Elle la est grosse, première en plus. des vannes. Et ouais, magnifique. Et donc, quand tu étais petite, tu venais pêcher régulièrement? Et oui, toutes les grandes marées quasiment. Ici, on vit vraiment avec les éléments et tout au long de l'année, tu es inspiré avec ce qui t'entoure. Enfin, c'est vraiment l'élément moteur de la cuisine. Et là, tu vois, ça, c'est trop petit. Ouais, je te la donne. Elle est trop petite aussi. Allez, regarde, on les remet là. À l'année prochaine.
Vraiment, c'est un endroit qui est magique ici. Ça fait vraiment partie de mon ADN. Donc peu importe où je suis allée, j'ai toujours eu ce coin de Bretagne dans ma tête qui m'a jamais quittée. Quand tu bénéficies comme ça d'un garde-manger d'exception à portée de main, vraiment, ce serait dommage de s'en priver. Nolwenn a grandi sur la pointe Saint-Mathieu, ici, dans cet hôtel-restaurant. Ça passe 2 pointes de sel avec 2 amuse-bouches et 2 canettes. La jeune chef est aujourd'hui aux commandes d'une brigade de 9 personnes. Avant elle, son père et son grand-père tenaient cet établissement. Au menu du jour, filet de Saint-Pierre, poêlée de coq sur un lit de sarrasin. On est parti? Le temps d'une matinée, Evan devient le commis d'une première étoile Michelin. Alors, on commence là. Ouais, c'est bien. Comment est-ce qu'elle est née, ta passion pour la cuisine, Nolwenn? Alors moi, j'ai grandi ici et vraiment, tu vois, j'étais tout le temps fourrée dans les cuisines de l'hôtel. J'ai grandi avec les odeurs de la cuisine, en fait, c'est ça. Après avoir fait ses classes auprès de grands chefs parisiens, Nolwenn a imposé sa griffe dans le restaurant familial. On va mettre une noix de beurre. Là, je vais faire suer l'échalote. Quand l'échalote devient un peu translucide, c'est bien. Allez, moi, je prépare les coques. La cuisine, c'est un métier qui est plutôt féminin ou masculin? Dans le monde professionnel, il y a plus d'hommes que de femmes. Ah ouais? Mais la cuisine est un milieu qui est en train de se démocratiser pour les femmes. Ça va devenir un milieu très féminin. Ça l'était avec les mères cuisinières qui ont ouvert les restaurants gastronomiques et ça le redeviendra. C'est bon, c'est cuit. Et regarde comme elles sont belles, nos coques. Elles sont belles, ouais. Ah. T'as vu, elles sont bien charnues. Elles sont vraiment magnifiques. Et là, tu vas les servir comment? On fait un petit peu de sarrasin toasté, nos salicornes et simplement, on va rajouter un petit beurre pour la forme et on envoie comme ça. Ça a l'air trop bon. La recette, c'est toi qui l'as imaginée? Ouais, tu vois, c'est une recette qu'on n'avait jamais fait ici avant. Mais comment elle te vient à l'esprit? En ramassant des coques. Ça s'appelle le talent, quoi. On va dresser. Si on peut même en mettre 2 parce qu'on est généreux. Allez, c'est Noël. Voilà. C'est bien, là? Nickel. Regarde, là, tu vois, après, moi, je mets un petit peu de condiment sur le Saint-Pierre pour lui donner le petit côté croustillant. Voilà. Franchement, ça donne envie de le faire chez soi. Et alors ça, c'est simplement le jus de cuisson des coques. Je pense que tu es en train de faire naître en moi une vocation. Hein. Ah. Trop bien. Le sarrasin toasté, c'est une super idée. T'as vu, c'est cool, hein? C'est trop bon. Pas mal notre pêche. Ah, j'adore. Tu vas le finir par manger même ton morceau. Tout près du restaurant de Nolwenn, sur la pointe Saint-Mathieu, se dresse une abbaye aux origines bien mystérieuses. Sur le sentier qui longe la côte, Evan retrouve Patrick Prunier, un professeur des écoles passionné par l'histoire de ce site exceptionnel. Une légende raconte que cette immense abbaye bénédictine fut fondée au VIe siècle lors de l'échouage du bateau qui transportait les reliques de Saint-Mathieu. Elle fut occupée par des moines bénédictins jusqu'au XVIIIe siècle. Quand on dit que la Bretagne a 1000 facettes, le lieu où tu m'emmènes, Patrick, ici, il est magique, quoi. Mais il en reste que des ruines, alors qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Les outrages du temps ont fait leur effet. Et principalement, à la Révolution française, il n'y a plus que 4 moines ici à Saint-Mathieu. Et l'abbaye est vendue comme bien national. La Révolution française sonne le glas du monastère. Les derniers moines partis, l'abbaye est pillée, puis devient une carrière de pierre. Heureusement, toutes n'ont pas disparu. Ces murs ont traversé le temps et témoignent de l'histoire de l'architecture religieuse. Bon, je me souviens un peu trop de mes cours d'histoire à l'école, mais j'ai quand même l'impression que, architecturalement parlant, ici, c'est assez fort quand même. L'avantage ici, c'est qu'on va avoir tous les styles sur le même édifice. Alors, je pense que tu vas nous expliquer, parce que moi, je vois pas tout encore. On aperçoit sur cette porte gothique
on voit bien le côté, donc l'arc brisé. Et puis au-dessus, tu aperçois bien aussi, avec une autre sorte de pierre, plutôt une pierre calcaire, on aperçoit l'arc roman. Et qu'est-ce qui s'est passé là, entre les deux là? On lui a donné le style de l'époque à laquelle on a refait des travaux sur le site. Donc on ne va pas refaire du roman à une époque où partout ailleurs on fait du gothique. On fait en fonction de la mode du moment. Voilà. Donc on réutilise, on réaménage. Voilà. Tu devrais être instit. Oh, c'est une bonne idée, on essaiera d'y penser. Patrick, c'est quoi ton endroit préféré sur cette abbaye? Tout. Il faut venir sur le site. Par contre, c'est vrai que on va bien voir de ce côté-ci cette superbe façade romane. Et puis, on est obligé aussi de finir avec cette voûte, avec ce chœur gothique qui est même plus grand que la cathédrale de Saint-Paul-de-Léon dont nous dépendons ici. On voit même l'emplacement des anciens vitraux. Tout à fait. Et alors, il faut imaginer ici ces baies béantes. Quand on a la tempête à 190 km/h, voilà, ça tient encore là-bas. On voit bien vraiment l'ensemble de la structure de vitrail. L'autre symbole de la pointe Saint-Mathieu, c'est son phare de 37 mètres de haut. Une sentinelle face à la mer d'Iroise depuis près de 2 siècles. Quand est-ce qu'on arrive, Patrick? Parce que j'ai plus 20 ans, moi. On a encore 163 marches à faire, mon cher. 163, ça c'est la hauteur complète du phare? C'est ça. Allez. Wow. Vas-y, rentre. Et on va aller au bout du monde. C'est trop beau. Et j'étais jamais venu en haut d'un phare dans le Finistère. Première fois. T'as l'immensité devant toi. Ouais. Soleil qui se couche. Voilà. Il y a nous et les oiseaux, t'entends? C'est magique. C'est le site emblématique du Finistère. Notre voyage nous emmène à présent dans le sud de la Bretagne, plus précisément dans le golfe du Morbihan, la petite mer en breton. Une merveille géologique où l'océan s'aventure à l'intérieur des terres. Un Eldorado pour les amoureux de la navigation à voile. Originaire du Morbihan, Marie-Ange Hartmann tient un blog pour partager sa passion pour le patrimoine de sa région natale. Aujourd'hui, la jeune femme est montée à bord de l'Indomptable pour rencontrer son capitaine. Frédéric Barbary a remis en état ce vieux gréement. Et depuis, il initie à la navigation les amateurs de voiles traditionnelles. Allez, vas-y, pousse maintenant, à fond, jusque de l'autre côté. Voilà. Avec Marie-Ange à la manœuvre, l'Indomptable quitte le petit port de Saint-Goustan et emprunte la rivière d'Auray. Alors là, je sais pas si je suis bien... Ouais, c'est très bien, c'est bon parfait. Okay. C'est parfait. Cap sur l'entrée du golfe. Ce bateau était dans les années 50 un coquillier à voile, un bateau armé pour la pêche à la coquille Saint-Jacques. Remisé depuis de nombreuses années, Frédéric a tenu à le restaurer tel qu'il était à l'origine. C'était une vraie épave sous une bâche un peu trouée. Et puis donc j'ai pris plein de photos et je suis allé rencontrer des anciens pêcheurs de Logona d'Aoulas pour essayer de trouver des infos. Et puis il y a des ouvrages qui s'appellent les Harvagues. D'accord. Dans le Harvague numéro 3, il y a à peu près 150 pages sur les coquilliers de la rade de Brest. Donc, et par hasard, l'Indomptable est sur une des photos où on le voit à la pêche avec Jacques Pérez, son patron d'époque en fait. C'est des bateaux qui pêchaient à plusieurs en fait. Ils étaient jusqu'à 150 à pêcher en même temps et tous à la voile, donc ils n'avaient pas de moteur. Et aujourd'hui, est-ce que ce bateau, du coup, ressemble à celui qu'il était il y a quelques années? La coque est la même, ouais. Le gréement est à peu près le même, D'accord. à quelques centimètres près. Par contre, j'ai fait un roof là sur lequel tu es assis. Ouais, chose qui n'existait pas avant. Et ça n'existait pas. En fait, le pont là, il est jointé et à l'époque, c'était des planches
C'est-à-dire que la pêche, il levait une planche et il mettait la pêche dedans, en fait, voilà. Il y a eu 3 ans de travail. J'imagine que quand tu l'as mis à l'eau, tu as dû être assez sous l'émotion. J'étais hyper stressé. Mais c'est vrai, quand je l'ai vu flotter et allumer le moteur et le mettre au... Il y avait un soulagement ouais, quand même. C'était un soulagement, ouais. Donc c'est un bateau qui marche bien, en fait. Et pour un vieux coucou comme ça, et voilà, je trouve qu'il a une âme parce qu'il navigue bien. Et j'aime bien faire la nique aux bateaux modernes. Là, on arrive à l'entrée du golfe. Là, on a passé la baie de l'Ours, de la rivière Dorée. Il y a le passage. Ouais. Et puis, mais tu vas prendre la barre pour faire ça. Hein, Bah, et puis, je vais t'expliquer toutes les îles. Oh, allons-y. Donc, on va virer de bord. Paré à virer. Ouais, c'est toi qui dis. Paré à virer? Paré à virer. Voilà. Comme ça, ils t'entendent. Mais bah, j'ai pas la même voix que toi. Allez, quand tu veux. Allez, 3, 2, 1, go! Allez, vas-y, tu pousses ta barre à fond. Allez. Allez, on s'assied dessus. Voilà. Tu peux larguer, Gilles, et on redresse la barre. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Bon, maintenant que les manœuvres sont faites, on va prendre une petite huître. Ah bah ouais, avec plaisir. Une chacun. Ah, vas-y, je te tiens. Alors ça, c'est un vrai bonheur. C'est naviguer et déguster le produit de la mer en plus. Au débouché du golfe, la presqu'île de Quiberon, au coup de vent légendaire, s'étire entre 2 mers. Sur cette langue de terre, une confiserie a contribué à la renommée de Quiberon. Un souvenir d'enfance au goût de caramel au beurre salé, vers lequel nous emmène ce matin Marie-Ange. Les niniches, fameuses sucettes inventées par Raymond Audebert en 1946, étaient à l'époque vendues directement sur la plage par Yvonne, son épouse. 80 ans plus tard, les niniches sont toujours fabriquées ici, à Quiberon, comme à l'époque. Alors Gilda, je suis super contente d'être ici. Moi, la niniche, c'est un beau souvenir d'enfance. Dans la boutique, ces vieilles machines des années 50 racontent un pan de l'histoire du célèbre bonbon. Gilda Perron, le directeur de la confiserie, emmène Marie-Ange découvrir les coulisses de sa fabrication. Voilà, c'est bon. Bien équipé? Parfait, on y Allez, va. accompagne-moi. Ludo, je te présente Marie-Ange. Enchanté, Marie-Ange. Ludovic est un de nos confiseurs. Ok. Et il a la particularité d'être un des confiseurs les plus anciens de la maison d'Armorine, malgré son jeune âge. D'accord. 18 ans que je suis là. 18 ans que tu es là. Voilà. D'accord. Ludovic est dépositaire d'un savoir-faire artisanal transmis depuis 4 générations de confiseurs. Qu'est-ce qu'il y a dans le gros chaudron? Alors, on a un mélange de sucre, Ouais. d'eau, de glucose et de sel. D'accord. Pour faire ce caramel, Ludovic y a aussi rajouté du lait et du beurre salé dont nous ne connaîtrons pas les proportions. Un secret toujours bien gardé. Dans une pâte comme ça, qui fait une quarantaine de kilos, on sort à peu près 3000 niniches. Ah oui. Voilà. Et le dentiste est content. Et voilà. Sortie du chaudron, la potion est à une température de 145 degrés. Avant de la manipuler, il faut la laisser refroidir. Vous avez jamais froid ici? Non, c'est vrai que même l'hiver, avec des températures proches de zéro, on est bien. n'existe pas, On est ouais. bien. Ouais. Par contre, l'été, on a chaud. Une fois la pâte refroidie, Ludovic doit maintenant la rendre parfaitement homogène. Rien n'a changé depuis l'invention de la niniche. La pâte se travaille toujours à la main. Tout un art. Moi, je fais comme ça, je suis habitué comme ça. Ouais. Mais toi, tu peux très bien le faire comme ça. C'est toi qui vois. Alors attends, il faut que je puisse la porter déjà. Hop. Ok. T'as vu? On va mettre un peu plus haut. Hein. Ouais, bah... Regarde, je te montre. Ouais. Comme ça.
Ouais. T'as un sacré coup de main quand même. Et du coup, tu fais combien de fois ce mouvement? Aucune idée, il n'y a pas de... C'est à l'œil? Voilà, c'est en fait l'œil, le toucher, la texture Et l'habitude? Et l'habitude. Et est-ce que tu es fier de travailler dans une maison si prestigieuse? Fier et honoré, ouais. Ouais, c'est chouette. Ouais. Ça se ressent? Ouais, non, c'est... Quand tu fais ça, ça veut dire quoi? Oh, c'est une petite dédicace, tu fais une tête de cochon. Oh! C'est bon? C'est la dédicace de la maison d'Armorine. Exactement. Ok. Et là, elle est vraiment bonne à mettre sur la machine. La niniche est devenue un emblème de Quiberon. Sacré meilleur bonbon de France, elle est entrée au patrimoine culinaire français. Là, je peux en prendre une? Je te la dédicace et je te l'offre. C'est gentil. Je peux l'ouvrir? Oui, bien sûr, avec plaisir. Du coup, là, je retrouve la niniche de mon enfance. Ah oui, au bord de la plage. La Madeleine de Proust. Ouais, c'est ça. Bon, ben, je goûte. Hein. Oui, je t'en prie, vas-y. Fais-toi plaisir. Super bon. Chaque été, les visiteurs peuvent toujours venir déguster les niniches, ici, sur les plages de Quiberon. Plus au sud du Morbihan, c'est encore avec le goût du caramel salé que Marie-Ange emprunte les sentiers côtiers de Pénétin, le long des falaises ocre de la plage de la Mine d'Or. C'est une falaise ici qui est constituée de sédiments, de sable. C'est vraiment une curiosité géologique très intéressante. D'accord. Marie-Ange est en compagnie de Frédéric Brétier, un guide géologique qui connaît parfaitement l'histoire de ce site unique en Europe. La falaise, elle est vraiment incroyable. Elle fait combien de kilomètres au final? L'anse fait environ 2 km, donc c'est vrai que c'est assez imposant. Oui, en effet. Oui. Et la falaise fait une dizaine de mètres de haut, donc il y a de quoi se faire de belles balades, effectivement. Oui. Et la couleur, alors c'est un joli ocre, et c'est dû à quoi? Alors la couleur ocre orangé vient de la présence naturelle de fer dans les sédiments qui, au contact des eaux d'infiltration, des eaux de pluie, on est en Bretagne, il pleut quand même un petit peu, vont s'infiltrer par gravité et vont rentrer en contact avec ces particules de fer. Et de l'eau plus du fer, ça fait de la rouille. Ce sont les oxydes de fer qui vont lui conférer cette couleur orangée. D'accord, ok. Frédéric, cette falaise, elle s'est formée comment? C'est une bonne question. Alors là, on arrive face à un premier indice qui va nous renseigner là-dessus. Si tu regardes au milieu de la falaise, tu vois qu'il y a des sortes de petites lignes formées par les galets qui sont obliques. D'accord. Ça, en géologie, c'est ce qu'on appelle des litages obliques. Ce sont des formes sédimentaires qui sont créées au moment du dépôt de sable. D'accord. Et vu que là, tous les litages vont dans le même sens, ça nous indique un sens de courant unique. Et qui dit sens de courant unique dit fleuve. Donc là, si tu vois l'orientation des litages, ça nous indique un fleuve qui venait du sud-est. Et qu'est-ce qu'il y a comme grand fleuve actuellement au sud-est? Je pense qu'on parle de la Loire. Oui, les géologues pensent effectivement que c'était la Loire qui, donc, il y a 1 million d'années à peu près, est venue creuser une vallée dans la roche et petit à petit a déposé des sables et des galets qui se sont superposés pendant des centaines de milliers d'années et qui, petit à petit, ont fossilisé cette vallée. Il faut essayer d'avoir une vue d'ensemble, donc il faut qu'on se recule suffisamment. D'accord. Parce que c'est quelque chose qu'il faut apprécier dans son ensemble. Ben oui. Parce que c'est quelque chose de très rare. Voilà, là on est pas mal placé. Et donc si tu regardes ici, on voit très bien la roche en dessous et les sédiments au-dessus. D'accord. Et plus on va vers le nord, plus la roche augmente. Et les sédiments diminuent. Exactement, la couche de sédiments s'amenuise. Et là, ce que tu vois, c'est tout simplement l'ancienne bordure de la Loire qui s'est coulée ici. Et ça, c'est quelque chose d'unique en Europe. Et c'est ça qui fascine les chercheurs et qui fascine aussi les gens qui viennent voir, parce qu'on a des gens du monde entier qui viennent voir ça. C'est extraordinaire. C'est vraiment, à moins qu'on soit chasseur de curiosités géologiques de par le monde, c'est quelque chose que tu verras qu'une fois dans ta vie. Oui, on est sur un site exceptionnel, ça c'est sûr. Si les falaises continuent de passionner les géologues du monde entier, elles ont aussi attiré dans le passé un autre genre de chercheurs. La plage, c'est la Mine d'Or, mais pourquoi ce nom ? Alors ce nom un peu exotique vient de la présence d'une exploitation aurifère entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. D'accord. Et avec ces recherches, il y a eu beaucoup de rendements ?
Non, c'était assez faible. On ne pouvait pas parler d'un effet Far West, mais c'était de l'ordre de 0,2 à 1,5 g d'or par mètre cube de sable. Ouais. Mais ça a suffi à ce que ce site prenne le nom de la mine d'or et l'exploitation a duré jusqu'à la Première Guerre mondiale. D'accord, très bien. Et en tout cas, il y en a qui profitent de cette plage vue du haut. Ça doit être super sympa. La vue, elle doit être très belle de là-haut. Mais t'aurais envie d'essayer? Pourquoi pas? Ah bah écoute, je t'emmène. Ok, je te suis. C'est parti. Avec ses falaises parfois hautes de 15 mètres, la plage de la mine d'or est le paradis des parapentistes. C'est le seul site du Morbihan d'où l'on peut s'envoler. T'as pas trop peur? Non, ça va. Il y a une petite appréhension, mais non, j'ai hâte de voir ça. C'est normal, mais ça doit être... Première expérience pour moi, c'est cool. Ça vaut le coup. Hein. On reste debout, Marie-Ange. Ouais, je suis debout. Et on avance. Allez, on avance, on reste debout. Ok. Oh. Ok. Passe tes bras derrière ces grosses sangles. Hop. Yes. Impec, super, j'adore. Cool. Et bah ça y est, on vole. C'est génial. Ainsi s'achève notre voyage le long des côtes bretonnes. Un littoral qui vous surprendra par la beauté de ses paysages et ses innombrables richesses.